peu frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens, cadeau. Merci, ça. Ah, attendez, j'avais ma feuille. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel autour duquel on taille des petits morceaux de bois. Aïe, compagnon, Zéphiriel et Grand-Poil. Aïe. Aïe, vous deux. Bienvenue dans ce 14e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on fera normalement un épisode assez court, en tout cas, je pense plus court que la dernière fois, puisqu'on termine le chapitre 1 de Terre perdue, le tome 3 de la Tour Sombre. On va pas plus loin, donc on termine l'ours et l'os, et on se garde toute la partie de Jake avec sa souffrance et son paradoxe temporel pour le prochain épisode. Vous allez souffrir. Oui, c'est vrai. Pas pendant l'épisode d'aujourd'hui, normalement, on est, je pense qu'en Non, une ça heure, va c'est aller. plié. Mais la prochaine fois, oui, on va se faire des nœuds dans la tête et souffrir avec ce pauvre Jack qui prend assez cher. On n'en est pas là. On va déjà commencer par les commentaires sur les derniers épisodes que vous pouvez laisser, je le rappelle, sur le Discord de Stephen King France. Sur YouTube, ça marche bien aussi, parce que les épisodes sont disponibles sur YouTube, directement sur nos réseaux sociaux, ou je le disais la dernière fois, sur Spotify. Maintenant, il y a des questions que vous pouvez nous poser sur Spotify et on les verra et on vous répondra dans un épisode. Et j'ai déjà un merci parce que sur l'épisode dernier, je pense il y a peut-être eu des bonnes résolutions de plus remercier les podcasts parce qu'on a eu beaucoup de merci et beaucoup de je vous écoute depuis pas longtemps, c'est trop cool. On aime bien voir des merci, c'est cool aussi. Ouais, mais ce qu'on l'a pas dit dans l'épisode, ce qu'on disait pas forcément aux fois d'avant, genre, hésitez pas à nous. Je sais plus, je crois pas. Je l'ai réécouté tout à l'heure, il me semble pas. Ouais. Pas plus que ça. Alors. Non, pas Bah, plus écoute, que tant ça. mieux. Ouais. Bonne année, au fait. Bonne année, les gens. Bah non, parce que cet épisode-là, il sort en mois de février. Ouais, mais déjà, je peux vous dire bonne année à vous deux, quand même. Parce que mine de rien, on enregistre. Oui, c'est vrai. On est encore en janvier. Hein. Oui, on est toute fin janvier, dernier carat, mais c'est vrai qu'on est en janvier. Du coup, bonne année. Donc on a un commentaire de Anaïs qui nous dit « Encore un épisode réussi, merci. À peine mis en ligne, déjà écouté et fini. J'ai pensé à deux choses en relisant. 13 portes comme les 13 boules, relevées par Grand-Poil. 12 rayons disposés comme des heures sur une montre. Il y a peut-être un truc à creuser de ce côté, mais je ne sais pas quoi faire de ces idées. » Et il y a... J'y ai réfléchi un petit peu, j'ai pas trouvé encore. Mais oui, il y a peut-être quelque chose. Il y a une réponse de Zef, qui n'est pas le Zef qui est présent avec nous ici, mais qui est une autre personne qui est aussi un pseudo Zef sur le Discord, qui dit pour les 12 rayons. Il y a peut-être une explication dans la dernière mission de Gwendy. Au moment où elle parle avec Winston, il est dit que la station spatiale reproduit les rayons qui partent de la Tour Sombre et qu'il y a 6 rayons, car il y a 12 mondes. Ah, il y aurait que 12 mondes. Ouais, ce qui est régulièrement contredit quand même. Ouais, Oui. c'est bizarre, mine de rien. Et qu'est-ce qu'on appelle un monde, en plus? Toi, moi, j'ai un peu un problème avec cette notion de monde. C'est à théoriser, je sais pas. Je dirais que c'est par logique un plan dans lequel les gens vivent. Donc ce serait un univers, un autre univers, enfin un univers parallèle à celui qu'on vit. Oui, Est-ce qu'on peut le mettre en parallèle justement avec l'univers dans lequel comment dire, évolue Roland, dans lequel il a. Est-ce qu'avant c'était vraiment comme chez nous ou c'était juste un monde enfin une planète, un monde différent, ou est-ce que c'était la Terre qui a évolué de manière différente quoi? Est-ce que c'était la Terre? Je l'ai pas saisi, je crois, mais En gros, si on parle d'univers parallèle, tous les plans, tous les niveaux de la tour sur lesquels on évolue, avec nos personnages humains, ça reste la Terre qui aurait évolué, enfin qui aurait changé différemment de celle que nous on connaît dans le présent. ok, d'accord. Et celle de Roland, elle se serait particulièrement cassé la gueule. Ouais, en vrai, je sais pas du tout. Je sais pas trop. La théorie on a eu plusieurs fois la discussion de dire que le monde de Roland, pour pas dire l'entre-deux-mondes, est un peu soit une version passée, soit une version future de ce qui est devenu la Terre. Et du coup, il y a un côté très... mais ça me va pas trop, en vrai. Ouais, c'est pas difficile, trop... c'est difficile. Je pense que quand on parle d'un monde, on parle d'un plan dans le sens plan temporel. Mais du coup, nous, le monde où on vit là, c'est notre monde, dans le sens ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qui nous entoure, ce qu'on perçoit fait partie de notre monde. On ne voit pas, on ne ressent pas et on ne perçoit pas le monde de Roland, donc c'est pas notre monde. Du coup, c'est la même définition qu'univers dans l'idée.
Oui, c'est multivers, tu vois, ouais, complètement. Je pense que pour moi, c'est ce qui englobe ce qui est palpable pour nous, d'une façon ou d'une autre. Mars n'est pas palpable, mais elle fait partie de notre monde. C'est le monde avec un grand M quand on parle de l'homme avec un grand M, un H, pardon, un grand H, enfin, M, vous avez compris. Ok. On a un commentaire de Dead Hunter qui nous dit: j'ai écouté hier soir, il y a 2-3 trucs sur lesquels j'étais pas trop d'accord avec Zef. Entre autres que c'est l'homme en noir qui pose les pièges au pistolero. Je pense que c'est juste un équilibre qui s'établit, mais ça c'est juste un point de vue, en effet. C'est juste des théories qui s'entrechoquent. Qui se croisent. Exactement. Par contre, pour la définition de l'entre-deux-mondes, ça ne correspond pas à l'ensemble du monde de Roland. Dans Terre perdue, vous allez y arriver sûrement au prochain podcast, il y a une pancarte d'entrée dans l'entre-deux-mondes. Avant, ils sont dans le monde extérieur, comme King en parlera plus dans Magie et Cristal avec Mégis, qui est vraiment en bordure du monde connu, et Giled, qui est une baronnie intérieure, mais Giled n'est pas dans l'entre-deux-mondes. C'est vrai qu'on a tendance à dire Roland, il est dans l'entre-deux-mondes pour définir le monde de Roland, alors que c'est pas... c'est un abus de langage, mais on l'avait expliqué quand justement le Roland voit l'entre-deux-mondes et dit ça y est, je suis dans l'entre-deux-mondes. Il parle avec Kidbert en disant ça y est, Kidbert, j'y suis, quoi. C'est un abus de langage dans le sens une facilité de dire plutôt que le monde de Roland. Pour simplifier toute cette partie où mais c'est vrai, il a raison de le préciser. En vrai. Oui, et puis j'avais pas fini le commentaire. En plus, il disait, pour finir, il a le monde... Non, c'est moi. Et pour finir, il a le monde ultime qui est celui entre les terres perdues et les Kalas, à partir de Tonfoot jusqu'à la tour. C'est pas des niveaux, mais des zones géographiques bien définies. Bien étant un grand mot, Viking invente au fur et à mesure. Oui, il invente au fur et à mesure, et en plus, la géographie est un peu fluctuante dans cet univers. Oui, on le verra. En plus, cette géographie est fluctuante, mais on passe du monde extérieur au monde, à l'entre-deux-mondes et au monde ultime. Ouais. Pas par des portes, mais peut-être que, sans le savoir, il traverse des frontières et il change de niveau de la tour quand il change de lieu de ce genre-là. Parce que le monde ultime, pour moi, c'est carrément un monde à part. Ouais, c'est délicat parce qu'en vrai, t'as même le passage avec Blaine quand ils arrivent à Topeka, tu vois qu'ils sont en partie dans le monde du fléau, qui n'est pas le monde qui est dans l'entre-deux-mondes truc. Donc t'as un costier, tu sais pas quand est-ce qu'il traverse une porte en fait. Mais ça, j'ai une théorie là-dessus sur lequel on reviendra. Pour le coup, je pense que Blaine, lui, il voyage entre les mondes. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai une théorie sur ce qu'est passer une porte, dans le sens vraiment passer d'un monde à l'autre. Mais on y reviendra dans le chapitre dans le tome suivant pour moi. Mais effectivement, je suis assez d'accord sur monde ultime entre deux mondes, monde de l'extérieur et ainsi de suite, qui fait très Star Wars dans le sens bordure extérieure, machin et tout. Ouais. Et je pense que c'est régional, comme on dirait la Bretagne d'un côté. Est-ce que le Mont-Saint-Michel est du bon côté de la Bretagne, quoi, tu vois? J'exagère. Et Dead Hunter termine par: je comprends pas la théorie sur la volonté de l'homme en noir de voir Suzanne mourir. Je pense que vous y reviendrez pendant le tome 4, mais à aucun moment il n'a de lien avec elle, et il est pas à Mégis pour ça. D'ailleurs, il y reste à peine, et en dehors de son affaire pour Farson, il n'en a rien à faire du reste. Et ça, c'est un truc que Zef t'a évoqué en toute fin d'épisode, au moment où on se disait, mais si Suzanne n'était pas morte, Roland, il serait jamais devenu pistolero. Tu dis, je cite, parce que j'ai réécouté, je suis allée voir de quoi Dead Hunter parlait, je suis allée réécouter. Je place ma bille maintenant sur pourquoi l'homme en noir, on le voit à Mégis, et il fout la merde pour que Suzanne y puisse crever, parce qu'il sait que Roland doit partir et doit la perdre. Bah, on verra à ce moment-là. Et pour le coup, moi, je pense que l'homme en noir, il a carrément une présence et un effet là-dessus, parce que c'est quand même lui qui file la boule de Merlin à Aria Ducus. Elle n'est pas apparue là comme par magie, il lui a confié. Ah oui, c'est lui qui lui confie. Et il veut la récupérer après. Oui, parce c'est pas Farson qui lui confie. Ouais, mais Farson... en fait, je me suis posé la question. Farson, c'était pas l'homme en noir? Il n'y avait pas une théorie sur ça, ou c'est moi qui... Farson, on pense qu'il a commencé comme étant un humain lambda, et qu'à la fin, je crois qu'ils nous le disent, que c'est l'homme en noir, c'est RF qui jouait son rôle aussi. Ouais, je crois qu'à un moment ils disent ça, mais je sais plus où c'est dit. Je sais plus trop où, mais du coup, je pense que dans ce sens-là, même si c'est pas l'homme en noir directement, c'est lui qui manipule, à mon avis, Farson pour que la boule soit transmise à Rhea Ducus. Ouais, clairement. Ouais, on reverra en détail au tome 4. Comptez pas sur moi pour m'en souvenir d'ici là, donc n'hésitez pas à vous en souvenir pour moi. Je pense qu'on en reparlera. Enfin, ça me reviendra quand on parlera justement de ça, mais oui, merci.
Et en parlant de pas se souvenir, j'ai une dernière question qui est ma question pour vous. J'ai vu Cube et je me souviens pas pourquoi vous aviez parlé de Cube en premier lieu. Et je l'ai vu, je me suis dit, je vois pas le lien. C'était pas au dernier épisode, parce qu'au dernier épisode, je dis et j'ai toujours pas vu Cube, gneu. C'était un des épisodes d'avant. Pourquoi est-ce qu'on avait dit que Cube, ce serait... C'est pas pendant le live sur la théorie entre les mondes et la méta Je sais pas. Je sais plus. J'ai un creux, là. Faudra voir. Ok, on va faire des écoutes, c'est bon. Moi, je suggère que tout le monde aille tout réécouter, allez tout télécharger. Dans le doute, sur Spotify, sur votre application, sur YouTube, partout, allez tout réécouter. Juste pour Farson, pour finir, effectivement, dans Concordance, page 102, ils nous disent dans Magie et Cristal, le lecteur découvre que Walter travaille pour Farson. Cependant, dans le nouveau Pistolero, on apprend que Farson n'est que l'un des nombreux masques de Walter. Et Roland, en tant que soldat du bien, n'a qu'un seul et même ennemi. Mais son nom est Légion. Ouais. Voilà. Ah ouais, faut vraiment que je me replonge dans la tempête du siècle. À chaque fois, moi, je suis Légion, c'est la tempête du siècle pour moi. On en a beaucoup parlé. Ouais. Qui veut faire un résumé du tome précédent, enfin, même pas du tome précédent, mais du coup de l'épisode précédent. Ouais. Je l'ai fait. Pardon, j'ai un peu le... Vas-y. Épisode précédent, nous avons suivi le cathète dans l'entraînement et le passage d'une épreuve supplémentaire pour vaincre le dernier gardien, à savoir Shardik. Le dernier gardien ? Le dernier gardien du monde. C'est comme ça qu'il nous est présenté. Il est présenté comme le dernier gardien vivant. Ouais. Okay. Roland lui-même le dit. Ouais. Okay. Mais Roland, il dit plein de choses. Ouais, bon, après, à savoir quand est-ce qu'il arrive. Il est toujours très affirmatif. Après, c'est avec les connaissances qu'il a. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit. C'est pas le dernier gardien, c'est pas factuellement les choses. Donc l'ours d'une vingtaine de mètres de haut se fait abattre par Susanna pendant que Eddie affronte encore le fantôme de son frère. C'est pas la même action, hein. Vous comprenez que c'est dans le récit complet. Hein. Attention. Et que Roland, lui, devient fou en divisant son esprit à cause du paradoxe temporel de Jack. Et je crois que c'est tout. Oui. Ils se mettent en route vers le temple du gardien. Bizarrement dit comme ça. Oui, parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils vont trouver au bout de leur chemin. Donc on peut dire ça. Donc on reprend donc, on est toujours dans le chapitre 1 qui s'appelle l'ours et l'os. On reprend en point 22, s'il y en a qui veulent suivre la lecture en même temps que nous. Donc le cathète avance mieux que prévu avec le fauteuil, mais doit quand même se résigner à un moment à en faire descendre Susanna, que Roland prend sur elle avec un harnais de fortune. Elle déteste ça, on sent vraiment la volonté féroce de Susanna à ce passage-là. Pendant ce temps, l'alarme de Shardik a arrêté de hurler son message. Le dernier des 12 gardiens s'est éteint. Ah bah voilà, tu vois, c'était là. C'est pas comme si j'avais relu juste avant, tu vois. Et en parlant de Shardik, le livre de Richard Adams dont je parlais la dernière fois, avec la référence de lapin, de Watership Down, machin. Donc le livre qui s'appelle Shardik, il n'a pas été traduit en français, parce que je l'ai cherché, parce que je me suis dit, un livre qui s'appelle Shardik, il me le faut, donc il n'existe qu'en anglais. Donc j'ai mis des alertes sur partout, mais si vous vendez un exemplaire en bon état de Shardik en anglais, n'hésitez pas, j'en recherche. Ça se trouve cher sur ça se vend cher, non ? Non, il est toujours édité en anglais, donc il se trouve assez facilement au final. D'accord. C'est juste les frais de port, quoi. En fait, c'est juste pour le handicap de Susanna. C'est marrant que là, il y a... Enfin, c'est marrant. C'est intéressant. J'ai l'impression que c'est la seule fois dans le bouquin où ça prend une proportion aussi forte de... Elle en parle, eux, ils en parlent. Et en fait, ça prend un temps d'expliquer que c'est chiant pour le trajet. Il n'y a que dans alors pas dans ce passage, dans le point 22, mais dans tout ce passage qu'on va lire, en fait, c'est vraiment mis en avant c'est difficile d'avancer avec le fauteuil, c'est vraiment dur, il faut à chaque fois transvaser, le Susanna dans son harnais, Susanna machin. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le seul moment où c'est vraiment fort, et que dans le futur, ce sera plus du tout annoncé, en fait. Enfin, ce sera logique d'avancer sans le préciser à chaque fois. Et ça, je trouvais ça intéressant, en fait, ce côté truc. Mais il y a un autre passage qui est intéressant là-dessus, juste après. Mais je pense que c'est aussi pour insister sur justement sur sa perte d'autonomie quand elle est dans cette situation, dans ce monde, qu'elle n'est pas adaptée, elle est étrangère à ce monde. Donc, du coup, ça l'énerve, ça la met encore plus en face de sa condition et elle le supporte pas parce que jusque-là, elle se débrouillait toute seule, elle peut se débrouiller toute seule. Et surtout, elle veut se débrouiller toute seule. Oui, alors qu'on le verra juste après, elle est diminuée, c'est une proie plus facile, malgré que ce soit un excellent pistolero, du coup ça fait d'elle quand même une proie plus facile que les autres.
Donc la trace de l'ours est facile à suivre, mais la route est compliquée avec notamment de la boue. King nous prépare un peu la suite, avec des références au magicien d'Oz et à son pays imaginaire. Et en même temps, est-ce qu'en parlant du magicien d'Oz et en amenant cette rêve dans ce monde, Eddie, il n'est pas un peu en train d'écrire lui-même la suite de l'histoire ? Possible. Je sais pas. C'est une bonne ref. Est-ce qu'il a une prémonition comme il a eu la prémonition de Blaine dans son rêve, ou est-ce que vu qu'il a mentionné ça, du coup c'est présent après, et s'il l'avait pas mentionné, on n'aurait pas eu le palais d'émeraude ou de je sais plus quoi. On aurait peut-être eu autre chose. Ouais. Après, même si effectivement on peut y voir la suite, ça reste une ref très commune dans la culture américaine en particulier, cette référence au magicien d'Oz. Dorothy, il y a énormément d'expressions qui sont classiques chez eux, qui viennent du magicien d'Oz et qui sont que nous on n'aurait pas par logique, quoi, mais on a les expressions dans le même genre, mais eux ça fait ref au magicien d'Oz, quoi. Juste sur ce passage-là, le terme simoniser, je le dis parce que je n'ai pas compris le terme et je suis allé le chercher. J'essaie de faire ça. Parce qu'ils disent dès qu'on tombe sur un lave-auto, je te pousserai moi-même dedans, j'irai même jusqu'à simoniser cette saleté. Et simoniser, c'était une référence aux États-Unis. C'était une marque de lustrant dans les années 70. Et du coup, c'est devenu un verbe dans l'utilisation. Très pointu. C'est marrant. Et j'avais noté effectivement sur Je suis magicien d'Oz que c'était juste un autre monde en fait qui existait ailleurs. Parce que écrit quelque part. Donc une discussion sur le magicien d'Oz qui les ramène au paradoxe de Roland. Je cite quelque chose qui est et qui en même temps n'est pas. Et donc qui l'amène à raconter la fin de son histoire. Ils comprennent la cause de la fissure. Jack Mort étant mort, il n'a pas pu pousser Jake sous les roues de la voiture, ou l'homme en noir n'a pas pu le faire sans Mort. Roland avait vu le paradoxe venir, mais il n'a pas pu s'empêcher de sauver Jake. Il ne pouvait pas tuer le gamin 2 fois. Pardon. Il a un cœur, finalement. Roland se dit à lui-même que Susanna est comme Alain, et Eddie est comme Cuthbert. Il leur explique qu'il se trouve à nouveau au milieu d'un cathète, l'endroit où plusieurs vies sont unies par le destin. C'est marrant parce que je me dis que Roland est tellement bloqué dans son propre cycle qu'il est obligé de retrouver les mêmes éléments de son cathète d'avant pour se sentir à l'aise. Ou c'est juste qu'un cathète fonctionne par carrément. Des éléments archétypaux qui font que tu es obligé d'avoir quelqu'un qui est très amusant pour pouvoir avancer, ou tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais les rôles doivent être remplis en fait. C'est ça, quand tu penses que le cathète a des rôles fonctions, quoi. Il y a des personnages fonctions, ils ont leur... je sais pas. Leur rôle dans le groupe. Là, comme ils remplissent chacun le rôle de quelqu'un qui existait déjà avant dans le même cathète, enfin dont le cathète était aussi un peu l'idée par Roland, t'as un peu cet effet de... Ou alors, pour que Roland puisse bien l'idée un cathète, il faut ces rôles-là à côté de lui, en fait. Oui et non, parce que là, il a un cathète qui ressemble à peu de choses près à celui qu'il avait à Mégis, mais il nous explique que, en fait, peu importe le destin puisque le cathète, c'est l'endroit où plusieurs vies sont unies par le destin, peu importe le destin, les vies, elles sont liées, et donc Roland, Jack, Walter et Jake, c'était aussi un cathète. C'est vrai. Donc ça, c'est écrit dedans. Donc il y a plusieurs formes de cathètes quand même. C'est pas forcément tous des amis main dans la forêt à la quête d'une tour, quoi. Ouais. Et c'est dans ce passage qu'on retrouve ce dont je parlais dans un épisode précédent. Jack, il n'aurait pas été poussé le jour où Roland a tué Mort. Ça, Roland, il en est convaincu. Notamment parce que Mort sévit toujours en costume et que donc le jour où Jack meurt, puisque Jack a vu un prêtre, le pistolero se dit qu'il aurait été déguisé en prêtre. Je pense qu'on en reparlera un peu plus dans le prochain épisode. Oui. Ils reviennent dessus assez souvent. Ouais. Il se dit qu'en fait, c'est juste Jake qui a confondu Jack Mort et Walter quand il l'a vu au relais parce qu'ils ont une tenue identique et qu'ils se ressemblent vaguement. Ouais. Et puis quand t'es en train d'agoniser, t'as peut-être pas non plus les yeux très clairs. Oui. C'est possible que ça joue un petit peu dans la perception des événements qui se déroulent autour de lui. Eddie est malin. Pour lui, le plan de Walter, c'est exactement ce qui se produit là, que Roland perde la tête morceau par morceau. S'il voulait la mort de Jake, vu son pouvoir, Walter avait une ribambelle d'options pour le tuer. Eddie est aussi convaincu que Walter est mort lors de la palabre, qu'il n'était plus là pour tuer Jake une fois que Roland l'avait sauvé. Mais le pistolero n'est pas sûr d'avoir sauvé le gamin. Si lui se sent déchiré par ces deux versions, qu'est-ce que ça doit être pour Jake ? La nuit se déroule sans encombre et après un lapin au petit déjeuner, ils repartent, Eddie se demandant ce que ça fait de se souvenir de sa propre mort. J'ai pas envie de savoir. Ça va être bizarre. L'expérience de mort imminente, tu sais. J'avais noté un truc sur,
En fait, au début, je suis page 83, quand Roland il regarde sa main mutilée, il parle de Cuthbert, et excusez-moi, je reprends le passage. Excuse-moi, Roland, ma mère avait l'habitude de dire que ma bouche réfléchissait plus vite que mon cerveau, ça c'est Eddie qui parle. Et Roland répond, ce n'est pas grave, j'avais un ami jadis qui te ressemblait un peu. Et Eddie lui dit Cuthbert, et Roland hocha la tête, il regarda un long moment sa main mutilée, puis serra pour former un point douloureux, soupira et se tourna de nouveau vers eux. Quelque part au fond de la forêt monte la douce chanson d'une alouette. Juste, je trouvais ça bizarre qu'il fasse une référence à l'alouette comme ça, en fait, et la chanson d'un oiseau qui chante. Et du coup, je me demandais si le fait de penser à un oiseau et à Cuthbert était lié, sachant que le Cuthbert avait un pendentif en crâne d'oiseau. Voilà, la vigie. C'est pas une alouette, c'est une corneille qu'il a. Concordance nous dit dans tome 1, page 45, que c'est bien une corneille. Et d'ailleurs, on apprend dans Concordance aussi que comme Cuthbert, Eddie est le camail de Roland. À savoir que le camail, c'est être le fou du cas. C'est celui qui annonce les vérités sous forme de plaisanterie quand il voit le destin et qui voit le dessin ou le cas arriver. Et d'ailleurs, Concordance indique que et pose la question de savoir si Eddie et Cuthbert ne sont pas des âmes couplées ou une forme de réincarnation l'un de l'autre. J'avais noté un petit truc sur le passage que tu as cité là, justement sur sur Eddie qui parle de sa mère et de la façon dont il se comporte. Et je trouvais aussi que Eddie et même Susanna plus tard commencent à se reconnaître dans les alter ego que Roland leur a partagé, parce qu'il leur a raconté déjà une partie de sa jeunesse et de ses aventures, et que même Eddie fait ce parallèle-là de lui-même. Le cadet se guide aux traces de griffes sur les arbres et progresse lentement sur la piste de l'ours qui a tout dévasté sur son passage. Ils arrivent jusqu'à un bosquet. Roland le premier y entend des petits bruits mécaniques. Roland et Eddie y avancent, laissant Susanna derrière. Ouais, j'ai pas kiffé ce passage. Ce côté en fait, je sais pas si c'est le Roland connard qui fait j'ai besoin de quelqu'un de valide pour avancer, parce que du coup on laisse Susanna derrière, ou c'est le Roland connard qui fait un peu le côté sexiste du truc de on laisse la femme derrière, on avance entre hommes. C'est assez bizarre dans l'entraînement qu'il leur fait faire, de dire d'essayer de rassurer Susanna sur sa condition de personne en situation de handicap et de pistolero et de tout ça, et là de dire un peu j'ai besoin de quelqu'un de valide et d'avancer vite. Je peux pas imaginer le tracé qu'ils ont fait avec un fauteuil roulant qui pèse 120 kilos et ainsi de suite. Donc j'imagine bien que c'est un peu une réflexion qui va à l'encontre de la logique, mais qui est logique en soi sur le moment. C'est clair quand je le dis pour moi, je sais pas si c'est clair quand je le dis là. C'est le pragmatisme de Roland qui parle plus que le sexisme, je pense. On n'a pas vraiment eu, j'ai l'impression, de la part de Roland, en tout cas, de remarques sexistes de ce genre-là. C'est pas vraiment son genre. Ouais. Il prend les gens tels qu'ils sont, il juge pas, il juge par leurs actions plus que sur ce qu'il voit et sur une première intention, quoi. Je pense qu'il y a en effet peut-être un instinct de protection qui est un mélange de beaucoup de choses. C'est une femme, elle est handicapée, tu vois, sans qu'ils s'en rendent compte réellement. Mais vu que tu évoques l'entraînement, dans quelle mesure il se dit pas que Eddie a toujours pas fait complètement ses preuves, alors que Susanna, oui, et donc il l'emmène Eddie devant avec lui pour voir parce que je me dis, Roland, il s'attend sans doute, il a un instinct démesuré, il s'attend un peu à ce qui va arriver devant, et en fait, il se dit, ok, j'ai un de mes enfants qui a déjà fait ses preuves, je vais emmener l'autre avec moi et voir de quoi il est capable. Il y a peut-être un petit peu de ça. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, ça amène le fait que Susanna se débrouille aussi bien qu'eux, parce elle les rejoint derrière facilement, quoi. Ouais. Juste une petite remarque, on a oublié un petit passage qui était quand même assez important, je trouve, c'est que c'était pendant qu'ils discutaient avec Eddie, Roland et Eddie, Roland, quand il explique sa situation, il expose à son cadet, il se dit, mais à votre avis, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de Jake en ce moment ? Ce pauvre enfant, est-ce qu'il lui arrive pas la même chose que lui en ce moment, et dans quel état il doit être ? Donc il a conscience aussi quelque part d'une urgence à essayer d'arriver au bout et de retrouver Jack. Ouais, je m'étais noté que ça devait être... Là, on est dans les fin des années 80, 86, 87, je crois. Je me disais que ça devait être coton de la part de King d'expliquer ce que c'était un paradoxe temporel dans le bouquin. Sachant que tu avais à la même époque Terminator qui sortait, et Terminator 2, non pas 2, 92, mais Terminator qui sortait et qui expliquait un peu aussi le paradoxe temporel, quoi. C'était marrant. Donc Eddie a l'impression de suivre un sentier tracé par l'ours, parce qu'on a des formes, les indices avec des arbres penchés qui forment un tunnel.
Et au bout de ce tunnel, ils arrivent dans la clairière de l'ours, où se trouve une boîte métallique, et le sol est clairsemé d'os, où se baladent 5 petits robots, eux aussi dotés de bonnets de pensée. Et autour d'eux, une bonne dizaine d'autres sont inactifs, morts entre guillemets, si tant est qu'un robot puisse mourir. En tout cas, ils sont désactivés. Eddie les perçoit comme anxieux parce qu'ils auraient compris que Shardik est mort et s'amuse même à parler dans sa tête pour eux, alors que ce ne sont que des machines, ils les humanisent. Susanna a décidé de rejoindre Roland et Eddie en rampant, sans même que le pistolero ne s'en rende compte. Là, je me dis, c'est fort quand même. Ouais, c'est marrant, c'est les premières traces de ce qui va se passer quand elle va avoir ses absences. Ouais. Plus tard, je sais plus, dans le Susanna, je crois. Où effectivement, elle va s'éloigner du camp et revenir et bouffer, je sais plus, des rats ou des trucs comme ça pour se nourrir, sans que personne ne le sache. Et t'as que Roland qui à un moment s'en rend compte et est même surpris lui-même, je crois, de mémoire, en mode putain, depuis combien de temps elle fait ça sans que je le vois, quoi. Elle avait déjà un tout petit peu ça avant, puisqu'elle a... Eddie l'avait pas après. Bon, Eddie n'était pas aussi aguerri que maintenant, il était sans doute beaucoup plus fatigué, mais elle a failli tuer Eddie dans son sommeil en s'approchant de lui et en lui piquant son arme. Ouais. Et même toute la phase de fin des 3 cartes, où Data se cache dans un petit coin, personne la voit, c'est vraiment trop bien. C'est un prédateur, tu vois, donc elle sait se fondre dans son environnement. Et c'est marrant que on l'a déjà dit, mais Susanna, c'est vraiment le mélange des deux femmes, quoi. C'est trop bien. Elle aussi a pitié d'eux, et pour Roland, c'est naturel. Il en parle comme de créatures emplies de tristesse. Il demande à Eddie de les tuer, qui n'a pas envie, parce qu'il a l'impression de tirer sur des chiots, et qui en même temps a quelque chose à se prouver en réussissant à viser les petites antennes. Et moi, tout ce passage-là, j'ai repensé, Zef, à l'étude dont tu parlais la dernière fois, qui évoquait que on traite plus mal les robots qui ne ressemblent pas que ceux qui nous ressemblent. Et là, tu te dis... En fait, ils savent de quoi ces trucs sont capables parce qu'ils ont commencé quand même à appréhender un peu ce qu'était la technologie de North Central Positronics. Et il se dit « Ah non, ça ressemble à des petits chiens, je veux pas les tuer. Non, juste dégomme-les. C'est des petits tas de ferraille qui vont te tuer. » C'est sûr. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs parce que en plus là, c'est des animaux, donc t'as... Mais je crois que j'avais noté le côté trop empathique d'Eddie qui me gênait un tout petit peu sur ça en me disant c'est bizarre, quoi. Enfin, moi, ça me dérange parce que t'as ce côté très empathique de... C'est un peu je pense, la corde sensible qu'on a dans Guardians of the Galaxy 3. Tu sais, le côté expérience sur les animaux et machin et tout, et qui te fait dire ben non, c'est triste, t'as pas envie que ça arrive, en fait, ce genre de choses. Et en fait, je pense que c'est un peu ça qu'il a lui-même là. Eddie récite sa leçon, sans doute pas avec toute la sincérité dont il est capable, puisqu'elle est entrecoupée de pensées sarcastiques. Pourtant, les mots font leur effet et lui éclaircissent l'esprit. Alors qu'il récite sa leçon, il s'approche des robots qui le voient et attaque. Eddie tire et fait mouche, pour tous sauf pour le robot en forme de rat. Eddie crie à Roland de le descendre, mais le pistolero ne bronche pas. Alors que le rat a trouvé une cible de choix et à sa hauteur, il fonce sur Susanna. Les leçons de Roland. Et oui, c'est terrible. Il ne reste qu'une balle à Eddie, il s'avance et shoot dans le rat. Et moi là, je me dis... C'était quand même assez ambitieux et très dangereux quand on sait ce qui est arrivé à Roland quand il a essayé de shooter dans une monstruosité. Il y a quand même laissé un orteil. Et Eddie, je pense qu'il n'a pas toute l'histoire pour shooter dans un rat mécanique à ce moment-là. Il se pète le pied dessus presque. Ouais. Eddie finit par abattre le rat et il est furieux contre Roland au point de braquer son arme vide sur le cœur du pistolero. Définitivement, Eddie n'aime pas les méthodes d'apprentissage de Roland. Mais avec une rapidité ahurissante, Roland sauve la vie d'Eddie alors qu'une créature robot chauve-souris cachée dans un arbre a pris son envol et l'attaque. Eddie est toujours agacé, mais ce sauvetage lui a quand même démontré que Roland, une fois de plus, c'est exactement ce qu'il fait et qu'il faut avoir confiance en ses réflexes et sa rapidité. Donc il se détend un peu. Je trouve ça... trop bien que, en fait, ça met en lumière ce qui va se passer derrière sur le manque de confiance d'Eddie en lui-même, sur il doute comme tout le monde, comme Susanna a douté quand elle devait tirer et ainsi de suite sur je vais louper, boum, j'y arrive et il gère tout. La chauve-souris, bon, il la voit pas, mais je crois que même Roland dit après que lui-même l'avait pas vu ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, il voit Roland agir et se dit putain, mais c'est pas humain. Il peut pas être si rapide, c'est pas vrai en fait. Et oui, ça l'est. Et c'est trop marrant parce que derrière il dit, merde, attends, je retrouve. Mon Dieu, il ne peut pas être si rapide. Il ne peut pas en majuscule. C'est vraiment le mec qui hurle dans sa propre tête. Je suis pas mauvais, mais j'ai l'air d'un balourd à côté de Susanna.
Et à côté de lui, Susanna ressemble à une tortue en train d'escalader une vitre. Et vraiment, le fait de hiérarchiser entre eux ce truc c'est incroyable. Alors que il y a aucune comparaison à aucun moment, je crois, dans toute l'histoire entre Susanna et Eddie, quoi. C'est juste lui qui acte ça, mais personne ne dit qui est meilleur. Et quand bien même, quand viendra les loups de la Cala, c'est à Susanna qu'on retire les armes pour lui donner une autre arme. Comme quoi, il y a un côté un peu plus... je sais pas ce que ça a dit, mais pour moi, ça a donné l'effet que, en fait, Eddie se débrouille plutôt bien avec une arme à feu, quoi. Et en fait, je pense que ça montre un tout petit peu de ce qui va arriver après sur Eddie a tellement pas confiance en lui parce que son frère, parce que sa vie, son histoire, hein, et tout ça fait que, en fait, et tout cet apprentissage de devoir combattre son propre fantôme, en fait, ou le fantôme de son frère pour pouvoir apprendre à avoir confiance en lui et sauver une situation encore. L'histoire de la vie d'Eddie, c'est être à la hauteur. C'est vraiment être à la hauteur de son frère, être à la hauteur des sacrifices que son frère a fait pour lui, être à la hauteur de tout ce qui a engendré la mort de sa sœur. C'est vraiment c'est l'histoire de sa vie. Donc là, une fois de plus, c'est assez logique la façon dont il nous est présenté que de se dire qu'il va forcément se comparer et faire comme ça des échelles de qui est capable de quoi. Et c'est fou parce que on pourrait acter que c'est le plus mauvais, je mets vraiment des guillemets là-dessus, du cas-tête pour le moment entre les trois, que c'est le plus lent, ok, quand bien même c'est le plus lent, je pense qu'il est 1000 fois plus rapide que personne aujourd'hui, sur notre monde à nous, sur notre plan en tout cas. Mais mon point c'est, il est, à mon sens, Eddie pas là pour ça, pour être... je sais pas comment expliquer, c'est comme dire dans l'école d'ingé, tous les ingénieurs qui sortiront de là, tous les élèves qui sortiront sont excellents en maths. Ça c'est acté, ils vont apprendre pour être ça. Ce qui fera la différence entre deux élèves, c'est leur niveau en anglais, leur niveau en français, leur niveau, c'est des petits détails en fait, tu vois. Et en fait, ils vont tous à l'école de Pistolero, enfin Susanna et Eddie. Quoi qu'il arrive, ils sortiront, ce seront des tueurs, tu vois. Genre, quoi qu'il arrive, ce seront des tueurs. La différence, c'est les actions et les compétences qu'ils ont à côté qui font que ils ont une place supplémentaire dans le cathète. Pour moi, c'est de dire. Eddie, il foresight, il voit le futur, il a des anticipations de ce qui va se passer, il voit Blaine, il voit Jack, il va donner des conseils à Jack à travers des trucs temporels, rêves, tout ce que tu veux. Et en fait, il va sauver le cathète plusieurs fois. Il l'a sauvé déjà une fois dans les 3 cartes en portant tout le monde. Il va le sauver plus tard là sur différents aspects. Et je trouve que Eddie, il a cette place-là pour moi il est là pour sauver les situations que personne ne peut prendre en fait. Et Roland n'a que faire qu'Eddie ne veuille pas être un pistolero. Ce n'est pas lui qui décide, c'est le cas. Et le cas vient de les mener sur un des 12 portails qui encerclent et délimitent l'extrémité du monde. Et avec cette idée d'extrémité du monde, on revient un petit peu sur ce que tu disais, Zef, la dernière fois, sur l'idée de monde plat. Oui, ouais, la Terre plate, oui. Oui. Il n'y a plus rien derrière. Eddie a adoré la fusillade et l'assume moyen. Comme Susanna, après avoir tué l'ours, une partie de lui qui ne veut pas l'accepter prend plus de plaisir ici que dans ce monde. Et Eddie, en fait, il se sent enfin réellement utile, mais aussi d'une certaine manière indépendant. Ouais. Enfin. Indépendant par rapport à la drogue, tu veux dire ? Ouais, et de son frère aussi. Ouais. Je pense que l'addiction qu'il a le plus ralenti dans sa vie, c'est celle qu'il avait pour son frère. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. Il n'a pas su s'en détacher. Eddie veut voir la tour, plus que retourner dans son monde, malgré la voix d'Henri qui le met en garde. Les autres copains du pistolero qui voulaient voir la tour, ils sont morts. Ouais. Incroyable. Je pense que c'est le point d'orgue de la fin qui se joue ici sur Susanna. Et je crois que tu l'avais dit plusieurs fois, Émilie, sur Susanna, elle veut pas voir la tour, elle s'en bat les couilles. Ouais. C'est Eddie qui veut voir la tour, et c'est pour ça qu'elle meurt pas. Bah, il est conquis, Eddie. Eddie, c'est lui qui... Après Lude, dit à Roland, en fait, gars, maintenant c'est trop tard. Même si tu meurs maintenant, on avancera 100 fois sur le chemin du rayon. Et même si on fait genre 200 mètres, que tu sois là ou que tu sois pas là, on ira jusqu'à cette putain de tour. C'est trop tard, quoi. Ouais. Et Lude, c'est dans ce tome-là. Donc c'est l'installation de ce truc-là de la nouvelle addiction d'Eddie. Ni plus ni moins. Et je l'avais pas lu la première fois, ça m'avait pas choqué à ce point de dire... Tout cela était déjà gravé, mais son cœur savait quelque chose de bien pire. C'est une porte de non-sonore qui apparaissait subitement. Lui, il risquait de ne pas la franchir. Le mec était prêt à tuer Roland pour un burger, quoi, tu vois. Et c'est lui qui en rêve, en plus. C'est lui qui a la vision de la tour. Et on est même pas sûr que Roland ait déjà rêvé aussi clairement de la tour. De la rose, de voir la tour à travers la rose, voir tout ça, c'est incroyable. Ouais. C'est pour ça que Eddie...
Oh, E.T. Oh. Le cathète est donc au bout du monde, c'est-à-dire à un endroit où un des rayons, avec une majuscule, prend naissance. Roland explique, les grands anciens ont recréé le monde et les murs porteurs du monde. Alors il dit du monde, et c'est là où moi à chaque fois je me dis du monde ou des mondes, on sait pas trop. C'est les rayons, même si pour certains ils sont les germes de la destruction du monde. Roland fait un cours de physique sur ce que seraient les rayons, magnétisme, gravité, alignement de l'espace, du volume et de la dimension, ce genre de choses. Mais la tour en leur centre, il ne sait pas. Le passage sur le monde change et il change de plus en plus vite et en même temps les choses se détériorent et tombent en morceaux. Ce qu'il dit. C'est, enfin, je sais pas comment expliquer ça, c'est incroyable quoi. Le changement du monde est tellement viscéral. En fait, est-ce que je me demandais si c'était lié au fait que les rayons meurent parce qu'on apprend plus tard que les rayons meurent au fur et à mesure à cause de plein de choses, ou est-ce que il y a une forme de croyance qui fait que le monde commence à être détruit. J'explique que le fait que Gilead soit tombé et que le blanc ait échoué face à Farson, en fait, tout a commencé à se désagréger à partir de là, mais peut-être même avant. Depuis que le peuple, en fait, a commencé à faire une révolution... Enfin, je le voyais comme ça, mais il n'y a pas de date, donc c'est impossible à voir. Mais en fait, on parle de la révolution de l'homme de bien avant Roland et ainsi de suite, enfin, de tout ça qui commence à naître, et le monde a commencé à partir en couille pour moi à partir de là. C'est comme ça que je l'entends, en tout cas. Mais depuis, du coup, que les forces du mal, les forces du noir, se sont mis en branle pour pouvoir changer les choses, et parce que les gens, au fur et à mesure, étaient le peuple du monde où ils sont actuellement, commençaient de plus en plus à croire à ça, et qu'il fallait faire une révolution, bah, du coup, le monde se désagrège. Je me demandais s'il n'y avait pas une forme de relation à la croyance en le bien qui génère que le monde fonctionne bien. C'est clair ou pas ? Tu veux dire qu'il y aurait... il y aurait une corruption, des rayons et du monde, qui, surtout dans ce monde-là, où je pense que les rayons, pour moi, ils sont essentiels à ce monde-là, qui, derrière, en retour, tiennent les autres mondes dans lesquels on vit, dans lesquels Jake, dans lesquels Eddie vivent, et que, effectivement, peut-être que c'est la balance entre le bien et le mal, si elle penche d'un côté plus que de l'autre, ça, c'est pas bon. Et si ça se trouve, la même chose se passerait si le blanc avait vaincu le noir. Les rayons n'iraient pas bien, la tour sombre n'irait pas bien, parce qu'il n'y aurait plus d'équilibre. Ouais, possible. Je sais pas. C'est le yin et le yang, quoi. C'est une forme d'équilibre. Les deux poissons, le blanc, le noir. Mais à côté de ça, tu vois, le passage juste après les grands anciens n'ont pas créé le monde, mais ils l'ont recréé. En plus, c'est vraiment noté en italique, toi, pour bien insister. Certains conteurs affirment que les rayons ont sauvé le monde, d'autres prétendent que ce sont les germes de sa destruction, ce sont les grands anciens qui ont créé les rayons. Ce sont des sortes de lignes, des lignes qui lient, qui maintiennent, et ainsi de suite. Mais tu vois, il y a une forme de mythologie autour des grands anciens qui est à la fois incroyable et ultra chelou, parce que plus on nous en parle de ces anciens, plus on comprend que c'était des scientifiques, ou des hommes, ou des ingénieurs, mais en tout cas des personnes mortelles qui s'amusaient juste à créer des choses qui étaient atypiques ou qui étaient monstrueuses, tu vois. Mais à quel point, en fait, ils n'ont pas fait je sais pas, quelque chose, quoi, je vois. Je crois que c'est nous est dit, je sais plus si ça nous était dit dans ce tome-là ou dans le suivant, mais les grands anciens, ils ont mêlé la technologie et la magie. Donc ils ont peut-être fait un truc qui était un peu une... Encore une fois, on peut parler peut-être de corruption, de deux choses qui auraient dû rester séparées. La magie aurait peut-être dû rester pure, la technologie de son côté, et le fait de lier les deux a peut-être aussi causé toutes ces catastrophes en chaîne. Ouais, moi, du coup, l'impression que ça m'a donné, c'est que les rayons, c'est du rafistolage, en fait, tu vois, qu'ils ont commencé à faire se déchirer le monde ou les mondes, et qu'ils sont venus faire des points de suture sur leur truc, et pour essayer d'un peu de rafistoler toutes les conneries qu'ils ont faites, et qu'en fait, c'est complètement bancal. Ouais, je suis assez d'accord. Je l'aurais plutôt vu dans l'autre sens, c'est que les rayons existaient déjà, mais que comme ils ont tout pété, ils ont dû trouver des manières de reconstruire un peu comme ce que North Central Positronic fait avec les portes qu'ils ont créées, ce genre de choses, et les portails qu'ils ont créés. Où là justement on a cette technologie mêlée de magie qui serait peut-être justement effectivement ici une rustine sur quelque chose qui existait avant, mais qui était en train de se casser par leur faute. Ouais. Débattez en commentaire chez vous. Donc Roland, il sait pas ce qu'est la tour au centre, mais ce qu'il sait, c'est que les mondes grandissent et que leur but s'éloigne. Roland en veut pour preuve les 20 années qu'il lui a fallu pour parcourir 400 lieues quand il fuyait John Farson. Mais cette histoire est pour le tome 4. Mais du coup, théorie sur les cartes
qui disait qu'en fait, il n'avait pas de bonne carte parce que le monde était changeant et que machin, en fait, tu vois, elle est pas si fausse. Ah oui, pas du tout. Et pour le pistolero, le monde est en train de grandir et en même temps, il ralentit. Pour preuve, les créatures robotiques épuisées et infectées qu'ils ont tuées. Ouais. Les rayons se détériorent, c'est le crépuscule du monde et sans doute de tous les mondes. Je pense que sur le côté le changement du monde et le parcours de Roland, il y a aussi l'interaction du K qu'il faut pas oublier sur... Le K a besoin que Roland soit à certains endroits, à certains moments pour pouvoir déclencher des événements qui font qu'il arrivera au moment, ainsi de suite. Et je pense que c'est ultra important aussi pour lui, en fait. Donc, du coup, est-ce que le K n'a pas aussi cette volonté de changer le monde, changer les distances pour pouvoir le ralentir ou accélérer les choses, ainsi de suite, quoi. Et le côté, les mondes grandissent, mais le temps se détériore, ralentit. Moi, ça me fait un peu penser au phénomène d'entropie quand tu te rapproches d'un trou noir. Plus tu te rapproches, plus le temps s'écoule lentement, plus les distances au final s'agrandissent, le temps de les parcourir se grandit totalement, et la tour sombre serait peut-être le trou noir de cet univers qui, comme celui qu'on peut avoir au centre de la galaxie, si je dis pas de conneries, mais alors là, je ne sais plus. Je ne parierai pas là-dessus. Il y a un trou noir quelque part, ou alors je mélange avec... J'ai lu trop de SF et je mélange avec des trucs. Pour qu'il y ait un centre, il faudrait qu'il y ait des limites, et il n'y a pas de limite à l'univers. Pour l'instant, on le connaît pas. Mais parce oui, il y a des trous noirs. Je vous ai pas déjà parlé de cette théorie. Non, mais il y a une théorie scientifique qui explique que le multivers pourrait exister parce qu'on ne voit pas au-delà de ce que la lumière a déjà parcouru. Et du coup, il y a forcément des trucs plus loin. Et donc, si on a bien un trou noir au centre de notre galaxie, il s'appelle Sagittarius A. D'accord. Okay. De notre galaxie à nous. De notre galaxie. Oui, donc on connaît les limites, oui. Ouais. Eddie est près d'une vision du passé, une vieille maison délabrée sur un terrain vague, plein de mauvaises herbes, à Dutch Hill, à 1 kilomètre de là où il a grandi. Personne n'ose s'en approcher, pas même pour la taguer, et elle tient toujours debout. Eddie en a senti des forces hostiles suinter des fenêtres de la maison. Et là, on n'est pas très très loin de son rêve de la tour, quand même. Ouais. La boîte métallique lui provoque la même sensation de danger et de mystère. Eddie colle son oreille à la boîte, qui est en réalité une porte, fermée à clé, et la resterait toujours pour quelqu'un comme lui. Alors là, je ne sais pas si c'est lui qui le pense, ou si c'est l'entre-deux-mondes qui lui dit... Enfin, ce monde-là qui lui dit... En fait, tu peux être le pistolero que tu veux, t'appartiens pas à ce monde-là. Il se met à délirer sur les corridors de la mort. Roland l'arrache au pouvoir de la porte, et il décide d'aller camper ailleurs. Susanna non plus n'est pas à l'aise. Il entend quoi à travers la porte pour vous ? C'est dit comment dans le passage ? Ah, c'est pour ça que je le dis. Il a assez long passage, mais... Blablabla. La machine continue à ronronner, mais ce bourdonnement n'occultait pas une sorte de bruit de fond. Un rythme syncopé, désespéré, pareil à celui d'un cœur au bout du rouleau. N'avait-il pas l'impression que la machine produisait ce bruit, quoique bien plus sophistiqué que les engrenages de l'ours, et ne battait plus en mesure avec elle-même. Tout est silence dans les corridors de la mort, murmura Eddie d'une voix blanche. Tout est oubli dans les corridors de pierre de la mort. Voyez l'escalier montant dans les ténèbres, voyez les chambres de la ruine, ce sont les corridors de la mort, où les araignées tissent leurs toiles et où les grands circuits se taisent l'un après l'autre. C'est ouf ce passage. Ça me fait penser au passage penser au passage où Roland monte dans la tour sombre, justement, entre les chambres de la ruine, qui sont un peu tous ces événements passés. Ouais. Mais je pense que ce que tu cherchais, Zef, c'est peut-être d'étranges couleurs parcouraient l'espace noir derrière ses paupières. Il avait l'impression d'entendre des voix, des murmures lointains remontant de longs couloirs pareils à des gosiers de pierre, de salles éclairées par des torches électriques défaillantes. Jadis, ces flambeaux des temps modernes avaient jeté sur les lieux une lueur crue, mais il n'en subsistait plus que des globes de pénombre bleutée. Tout n'était que vide, désolation, mort. Ok, Lovecraft, merci. Incroyable, le passage, il est incroyable, genre c'est ouf. Mais pour moi, il entend clairement d'autres mondes, mais ce qu'il entend surtout, c'est le Vadash, en fait, c'est vraiment ce qu'il y a entre les mondes. Ouais. Et je pense que c'est tellement ouf. Enfin, je suis désolé, ça m'excite tellement ce genre de petit passage de... Il n'y a rien de plus mystérieux qu'une porte qu'on ne peut pas t'ouvrir, quoi. Ouais. Et derrière, le gars, il dit, je t'entends des mondes entiers. Ouvre-la, putain de rêve. Te casse pas. Oui, c'est pour ça que ça lui fait penser à la maison de Dutch Hill, parce que c'est un passage. Ouais, c'est une porte, cette maison-là. Et c'est là où je me dis, c'est quand même vachement connecté à ça, parce que
La maison de Dutch Hill, c'est la même que la maison de Nemol Street, quoi, dans l'idée. Ouais, la description, il ressemble très fortement. Ouais, on sait que Gripsou, c'est sur Nebol Street. Ouais. On sait que Gripsou, c'est quand même l'ennemi juré de Mathurin la tortue, donc il vient de l'espace, donc un peu des espaces Vadash, machin. Tu dis oui, bon, d'accord, ok, c'est très, très connecté, ça encore. Ah, de ouf. Donc, Eddie rêve toujours à New York, en direction de la charcuterie Tom et Jerry, et entend Painted Black des Stones, qui parle de portes et de trucs sombres, comme par hasard. Il sent qu'on veut le réveiller, mais lui, il veut revoir la tour, il en a besoin. Mais il se réveille. C'est Susanna qui est inquiète. Roland est en PLS, littéralement, et répète « Allez-vous-en, il existe d'autres mondes que ceux-ci », en même temps qu'il appelle Jake d'une voix désespérée. Eddie et Susanna ne savent pas quoi faire, alors ils ne font rien, espérant que la folie qui commence à gagner le pistolero ne fera pas comme avec l'ours, et qu'il ne s'en prendra pas à eux. Il s'endort, mais ne retourne pas à son rêve. J'adore cette montée de... Je vais pas dire de terreur, parce que tu sais que ça va bien se passer quand tu le lis, mais ce truc de... On se rend compte que la personne qui est censée te guider en devient barge. Ouais. Et je trouve ça super intéressant. Bon, on fait quoi ? Bon, on va se coucher. On va dormir. On verra demain. De toute façon, ils ont pas de 36 solutions. Non, mais c'est trop marrant. Demain, t'es en camping avec deux autres personnes et t'en as un qui commence à péter un câble de jour en jour, un peu à la Blair Witch. Tu dis, bon, bah, je vais me coucher. Ah, mais vu ce qu'ils ont croisé dans les voiles jusque-là, entre les omarstruosités, le félin qu'ils ont entendu hurler pendant toute la deuxième moitié du tome 1, un ours géant plein de verre et avec des petits robots qui attaquent tu sais pas d'où, tu dis... Prends ton café, ça ira mieux. Voilà. C'est trop drôle. Et donc au lever du jour, ils ont bien fait parce que Roland ne semble pas se souvenir de ses cauchemars. Personne ne s'approche trop de la boîte métallique jaune et noire. Susanna pose la question, comment repartir d'ici dans la bonne direction ? Heureusement, Roland a une boussole spéciale, une aiguille qui flotte, qui ne désigne pas le nord, ce qui nous dit bien que les points cardinaux vont à la dérive, mais la trajectoire du rayon. J'aime bien Roland quand Eddie lui dit « Ah tiens, c'est une boussole !» Roland, alors... Excellent maître, le monsieur. Tu te trompes, je sais ce que c'est une boussole, bien sûr, mais ça fait des années que je n'en ai pas vu une. Je me dirige grâce au soleil et aux étoiles. Et même en ces temps troublés, ils me servent fidèlement. Et j'ai envie de dire, mec, il y a 2 pages. T'as dit que t'as mis 20 ans pour faire 2 kilomètres. Donc si tu veux, ta boussole interne... Peut-être qu'il a tourné en rond, on sait pas. Et d'ailleurs, pour revenir sur j'y pense, mais pour revenir sur le trou noir et le temps qui se distend... je rappelle que quand ils arrivent dans le monde ultime, c'est un des points cruciaux de dire qu'ils se rapprochent de la tour, c'est que le temps ralentit. Ouais, je m'en souviens, c'est pour ça qu'il a une montre. T'inquiète. Ouais. La montre spéciale qu'on lui donne à la tour à New York, là, comment elle s'appelle déjà à la Calvin Tower. Oui. Donc, l'aiguille montre bel et bien la direction du rayon, et ce n'est pas tout. Roland leur montre qu'il est possible de voir le rayon, un effet qu'il exerce de façon subtile sur toute sa trajectoire. Buissons qui poussent légèrement de travers dans la direction, aiguilles dépeint toutes dans la même direction, comme une raie dans des cheveux. Et c'est comme le C de Carrefour, maintenant qu'ils l'ont vu, impossible de ne plus le voir. Tu peux rigoler, Zef, parce que t'as fait la même blague au dernier épisode, mais j'avais déjà pris ces notes-là. Je l'ai renoté sur mon truc. C'est pour ça que je rigole. Et même les nuages sont poussés vers la tour quand ils passent le rayon. Ouais. Roland n'est pas inquiet pour la distance. Il se pourrait bien qu'il trouve un moyen de transport pour aller plus vite. Et nous, on sait qu'il a raison. Oh là là, dis donc, mais qu'est-ce que ça pourrait-il bien être? Eddie a hâte de se rapprocher de la tour et du champ de roses, quitte à mourir en chemin. Roland donne ses armes, pistolet et couteau, à Eddie. Lui aussi a compris que s'il perd la tête, il peut devenir dangereux. Et là, tu dis que c'est vraiment, on passe un gros pas si Roland lui-même se sépare de toutes ses armes. Ah bah, de ses armes, ouais, c'est horrible. Le symbole, il est très très fort. Oui, c'est un gros signal. C'est vraiment un très gros signal. Et le pragmatisme est incroyable de la part de Roland. Il accepte son destin, quoi. C'est vraiment le gars qui... Ok, je préfère vous savoir en vie et moi fou plutôt que essayer de me battre contre ça, quoi. Tu vois. En fait, il s'en remet au cas une fois plus. Il se dit ça, j'ai pas la maîtrise, donc je vais pas faire de conneries. Et si le cas est avec moi, tout se passera bien, quoi. Ouais. C'est ouf, hein. Cette abnégation qu'il a. C'est incroyable. Ouais. Et il réussit quand même à se plier d'une petite blague qui fait rire Susanna et laisse Eddie bouche bée et ils se mettent en route. Point méta, mais rapide.
Dernière phrase du passage. Eddie en resta bouche bée. Près de lui, Susanna partit d'un nouveau rire. Point. Le bruit monta dans le matin calme, aussi mélodieux que le chant du carillon. Rappelle que le carillon, ils l'entendent quand ils entraînent un voyage Vadash. Oui. Et que là, on est au début d'un voyage. Voilà. C'était le... Nice. Je sais pas si... j'ai pas vérifié en VO. Tu veux vérifier? Je vais aller vérifier, continue. Ils avancent et s'arrêtent parce qu'Eddie a vu quelque chose. Il est honteux, à cause des souvenirs d'Henri et de sa voix sarcastique qui lui revient, mais il est poussé par Roland et Susanna. Et là, j'ai eu cette impression de un petit garçon encouragé par ses parents. Mais si, va voir la branche, tu l'aimes bien cette branche-là, va aller récupérer. C'était mignon. Ben oui, puis surtout qu'il a le droit d'avoir des secrets. Même Roland lui dit que tu peux avoir des secrets, tu peux nous dire, enfin en gros, tu peux nous dire plus tard ce que tu vas en faire. C'est ta vie. Oui, oui, il lui fait confiance. Ouais, il parle bien de bells en anglais, donc j'imagine bien que c'est... je sais pas si c'est un truc volontaire ou pas de la part de King à ce moment-là, mais c'est ultra... Enfin, je trouve que c'est mignon dans le sens, ça passe bien, quoi. Ouais. Quand tu t'en rends compte. Ouais. Et dans une branche de frêne, il voit la clé, il doit l'extraire intégralement, il en est capable, et c'est très important, c'est ce qu'il ressent. Alors il scie la branche. Roland sait qu'Eddie a un secret, mais elle n'est pas prête à le confier. Plus vulnérable que jamais, le pistolero lui demande s'il pense avoir trouvé un remède à son problème. Il ne sait pas, mais l'espère. Il reste 2 heures avant le coucher du soleil, alors il continue d'avancer. Après le repas du soir, Eddie commence à tailler, alors que Roland sent la folie le submerger de plus en plus. Ce passage de dialogue est... Enfin, moi, je l'ai trouvé incroyable. Je crois que j'ai lu 2 ou 3 fois facile pour me dire il est incroyable entre Roland et Eddie, parce qu'il y a un niveau de respect, une émotion, une sincérité entre les deux qui est incroyable. Enfin, vraiment, ça m'a rendu fou. C'est... le gars, Roland, il se fait complètement aveuglément confiance à Eddie sur... Enfin, je pense que tu connais un secret, peut-être. Peux-tu nous le confier? Il secoue la tête. Je crois qu'il est encore trop tôt. Roland resta pensif pendant quelques instants, puis hocha la tête. D'accord. Je veux te poser une question et ensuite nous laisserons tomber ce sujet. Aurais-tu par hasard trouvé une solution susceptible de régler mon problème? Jamais il ne montra plus clairement le désespoir qui était en train de le ronger. Pensa Eddie. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire pour le moment, mais je l'espère, mon vieux. Je l'espère de tout mon cœur. Roland hocha la tête et lâcha la main d'Eddie. Je te remercie. Le sort ne tombera pas avant 2 heures. On pourra en profiter un peu. Toi, tu as même cet effet de fin de dialogue un peu pas agréable que tu peux avoir avec quelqu'un qui est profondément sincère et tu essaies de trouver une petite échappatoire pour remettre un peu du casual ou de la simplicité dans le dialogue. La légèreté. Ouais, la légèreté. Et je trouve ça tellement précis, quoi. J'avais des frissons en étant gêné pour eux de cette profondeur et cette sincérité entre 2 personnes qui s'aiment mais qui s'aiment pas trop non plus, quoi. T'as un côté fort, je trouve. Il fait de la peine, Roland, à ce moment-là. De ouf. Parce que t'as trouvé... Enfin, c'est ce côté... En fait, c'est lui qui se retrouve dans la place du petit enfant avec des yeux pleins d'espoir de est-ce que t'as une solution à mon problème, quoi. C'est vraiment... Ouais. Il perd toute l'autorité qu'il a là-dessus. Il est vraiment complètement démuni. Et c'est une autre façon d'être démuni. Dans le tome 1, c'était physiquement, où il gardait quand même son caractère. Et là, il est vraiment atteint parce qu'il a la capacité physique, mais il a plus la capacité mentale. Et je pense que pour lui, c'est presque pire, en fait, de plus être en contrôle et surtout de pas comprendre réellement ce qui lui arrive. Parce qu'une infection, que t'aies des mots de son monde à lui ou du monde à nous, tu comprends ce qu'est une infection, en fait. Et là, il comprend pas. Même s'il voit à peu près la source du problème, qui est le paradoxe temporel qu'il est en train de vivre, c'est quand même un truc qui est largement ingérable. Tu fais pas ce travail sur toi-même en aussi peu de temps, quoi. Ouais. T'as pas besoin juste d'un médicament pour t'en sortir. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est fou parce que en vrai, c'est vraiment la déchéance de Roland de tome en tome, quoi, tu vois. Ouais. Genre, autant le tome prochain, on parle de son passé, donc on le voit pas trop, mais le tome d'après, c'est le mal de la hanche qui commence à s'intensifier. Toi, t'as vraiment toute cette déchéance de la fin de son histoire, en fait. Il en chie. Ouais, il en chie fort. Ouais. Et c'est... Ouais, c'est vraiment la fin du héros, quoi. C'est vraiment la fin... et je pense que c'est ce que voulait King sur... quand il parlait de western et de la fin du western et ces héros qui deviennent désuets et qu'on a envie d'oublier en même temps et qui n'arrivent pas à s'adapter à leur nouveau monde mais qui sont obligés d'être là jusqu'à la fin et qui en chient et qui vont mourir bêtement, tu vois. C'est un peu cet effet-là, quoi. Et Roland arrive à faire une petite blague à la fin, quand même. Je l'ai plus en tête. Je l'ai mentionné, mais je l'ai plus en tête. Je sais que je rigole à chaque fois qu'il fait une blague aussi, mais parce que c'est tellement inattendu.
En gros, il file son couteau à Eddie en lui disant tiens, j'avais pensé à ça, je te le file. Eddie il dit c'est ridicule machin. Il dit bon, il est temps de. Eddie ajoute qu'il est temps d'y aller parce qu'il faut qu'on se presse. Et là t'as Roland qui dit attends, il y a encore une chose. Là t'as Eddie qui fait ah Seigneur Dieu. Et là t'as Roland qui sourit, il dit non c'était une blague. Donc Eddie il est un peu dépité et t'as Susanna qui rigole à côté et ils reprennent le chemin. C'est rigolo, des vrais compagnons de route. Ils n'ont plus qu'un petit garçon et un petit chien, dis donc, et ils seront des vrais compagnons de route. Et tu vois, sur ce truc de Roland, il en chie tout le temps, en fait, même quand il règle ce problème avec Jake en récupérant Jake, direct après, Jake, il se fait enlever et il se retrouve à courir dans des rues avec des personnes qui sont même plus des personnes, enfin, tu vois, être plus en danger qu'il l'a été depuis le début, tu vois, parce qu'il était en complète maîtrise quand il était à New York, même quand il y a eu la tuerie avec Balazar, il n'a pas hésité une seule seconde et il n'a pas cru une seule seconde qu'il pourrait perdre, alors que quand il est à Lude, c'est pas la même histoire. Ouais. Et la chasse pour chasser, je sais pas, la chasse, elle est incroyable. La poursuite. La poursuite, elle est incroyable. Ouais. Juste sur le dernier passage, quand ils sont au truc, j'avais noté. En fait, j'adore, parce que là, il précise que, effectivement, Eddie prend le couteau de Pistolero, se met à tailler le morceau de bois et tout. Et en fait, j'adore imaginer la phase que ça donne sur le camp. Je sais pas comment expliquer ça. Je vois vraiment un jeu vidéo, un RPG où c'est le feu de camp est allumé, chacun est dans son coin en train de faire son truc et tout. T'as vraiment un effet fort là-dessus. Et encore une fois, t'as Eddie qui créer un truc pour sauver la situation, quoi. J'insiste vachement sur ça. Ouais. Oui, bah c'est Eddie, c'est la clé, littéralement. Incroyable. On verra ça, du coup, la clé d'Eddie dans le chapitre 2, qui sortira le 19 mars, où là, on va traiter de tout la clé et la rose, qui est la partie avec Jake à New York. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et venez en parler avec nous, Discord, les liens en description de cet épisode ou directement depuis stephenkingfrance.fr. Messieurs, merci pour ce nouvel épisode avec vous. C'était court, mais avec grand plaisir. Non moins désagréable. Je pense que la prochaine fois que je pars en camping, je prends un couteau, je prends un morceau de bois et j'essaie de me faire une clé. Non, tu prends un couteau, mais tu vas en forêt chercher le morceau de bois qui t'inspire. Oui. Je fais un camping dans le sens, je fais une rando camping, j'essaie de me faire ça et le soir au coin du feu, j'essaie de me faire un morceau de clé. Bien sûr. N'oublie pas de prendre des pansements et du désinfectant au cas où. Mais oui, fais donc ça. Trop bien. Et donc c'était on se retrouve. Cool, ouais, c'était cool. On se retrouve le 19 mars pour le chapitre 2 et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Tu veux qu'on fasse un clap ? Ah oui, c'est vrai. Après 3 du coup. Après 3. 1, 2, 3. Je pense qu'on est bien. Merci. J'exagère. J'attends que la moto passe. Vroom, vroom.